Madame, monsieur, bonjour, soyez les bienvenus dans cette nouvelle saison des émissions au Périscope qui vous sont proposées toute l'année par l'IH2EF. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans l'amphithéâtre Marie Curie de l'IH2EF pour un premier numéro qui sera consacré dans quelques instants à la fonction RH des encadrants. Nous aurons pour cela 5 intervenants qui vont se présenter à nous aujourd'hui en plateau. J'accueille les 3 premiers dans un premier temps, à commencer par vous. François Micheletti, vous êtes inspecteur général de l'enseignement, du sport et de la recherche. Merci d'être avec nous. À votre gauche, Virginie Gohin, vous êtes sous-directrice de la formation des parcours professionnels et des relations sociales à la Direction générale des ressources humaines. Merci d'être avec nous. Et enfin, également à votre gauche, Christelle Beaucourt, vous êtes professeure des universités à l'IAE de Lille. Merci d'être avec nous pour cette première partie qui sera donc consacrée aux enjeux. Je vous rappelle, comme pour chaque numéro, vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag au Périscope et réagir justement aux propos des intervenants qui vont suivre. On va commencer avec vous, peut-être, Monsieur Micheletti, dans un premier temps, peut-être présenter les enjeux de cette thématique qui nous intéresse aujourd'hui. Très bien, merci. Alors, effectivement, les enjeux porteront sur la fonction ressources humaines des encadrants. Alors, très rapidement, nous entendons par la dimension des ressources humaines l'ensemble des expertises autour du recrutement, de l'accompagnement, de la formation, du suivi, de l'innovation, mais également le champ de l'expertise en termes indemnitaire et statutaire. Alors, très rapidement, à l'échelon national, au niveau du secrétariat général des ministères de l'Éducation nationale, de la jeunesse, de l'enseignement supérieur et des sports, la Direction générale des ressources humaines conçoit, pilote et anime cette dimension des ressources humaines. Mais elle a un rôle de subsidiarité, ça veut dire que cette dimension RH s'opérationnalise et se vit effectivement sur le terrain. Et c'est la raison pour laquelle ce périscope s'adresse à vous, chers collègues inspecteurs du premier degré, IEN, et du second degré, IAIPR, IEN, ETEG, mais aussi et surtout les personnels de direction, parce que c'est bien à l'échelle des académies, des circonscriptions et des établissements scolaires que s'opère cette gestion des ressources humaines. Dernier petit point, effectivement, la dernière circulaire du 28 décembre 2023 relative aux missions des corps d'inspection premier et second degré, le volet 2 revient très largement sur cette dimension ressources humaines qui est une dimension importante du métier des inspecteurs, comme elle l'est également pour les personnels de direction. Voilà pour ce premier propos introductif. Merci beaucoup. Virginie Gohin, peut-être précisez-nous quelle est la stratégie politique aujourd'hui de la DGRH. Oui, merci à vous. Donc, dans la continuité du propos de Monsieur Micheletti, en effet, la Direction générale des ressources humaines est aujourd'hui en dynamique pour collectivement, si je puis dire, affronter les 2 défis qui sont les nôtres aujourd'hui au niveau de notre ministère de l'Éducation nationale, et que sont la question de l'attractivité de nos métiers, tant pédagogiques qu'administratifs, mais également la question de la fidélisation des agents. Il faut qu'on se mette aujourd'hui en capacité de leur proposer des parcours, et notamment aux jeunes générations, sans doute plus diversifiés, plus variés, et plus mobile, bref, plus désirable. Donc le directeur général des ressources humaines, Boris Melmou-Eudes, dès son arrivée, même si c'était déjà une dynamique enclenchée par le ministre Blanquer, a souhaité opérer un grand diagnostic du fonctionnement aujourd'hui et de la filière RH, disons, et des acteurs RH et des actions RH. Nous avons confié cette phase diagnostique au titre donc d'une stratégie ministérielle qui a été baptisée RH 2026 pour bien montrer cette dynamique sur laquelle nous souhaitons nous inscrire. Nous avons confié cette phase diagnostique à la DITP, la délégation interministérielle à la transformation publique, de manière à observer comment fonctionnent les grands actes RH dans notre ministère, tant au niveau national qu'au niveau académique. Alors, quelques thématiques plus spécifiquement observées dans cette phase diagnostique: le recrutement, évidemment, l'accompagnement, mais également la marque employeur, l'accompagnement des mobilités, toutes ces thématiques qui mobilisent l'ensemble des acteurs RH, dont les personnels d'encadrement au premier chef, évidemment, chef d'établissement et inspecteurs, de manière à produire une cartographie de ce fonctionnement, d'essayer de voir ses forces et d'essayer de voir ses faiblesses. Alors, les grandes lignes de constat de cette phase diagnostique, c'est déjà, il faut le dire aux collègues qui nous écoutent, l'immense mobilisation déjà aujourd'hui des acteurs RH et en particulier de l'encadrement que constituent les inspecteurs et les chefs d'établissement.
Peut-être qu'il s'agit aujourd'hui de renforcer encore la synergie de ces acteurs autour des actes RH fondamentaux, le plus emblématique étant sans doute celui du recrutement, parce que le recrutement, c'est aussi l'entrée dans l'environnement, c'est l'image des métiers, c'est l'image des parcours, et c'est peut-être aussi un levier de fidélisation si ce recrutement, le onboarding, si je puis dire, comme on dit aujourd'hui, est réussi. Donc ça, c'est le premier de point de constat. Le deuxième point de constat et de conseil, on va le dire comme ça, c'est justement de travailler collectivement à valoriser l'image de nos métiers en construisant d'entrée de jeu, à l'appui de la coopération de tous les acteurs RH, un vrai parcours d'accueil, d'intégration et d'accompagnement. On le sait, dans d'autres environnements professionnels, il y a peut-être des choses à apprendre sur la manière d'entourer ce nouveau personnel qui rejoint un environnement qui fait sens pour lui et pour lequel on espère qu'il va garder son sens de l'engagement le plus longtemps possible. Troisième point de constat et de conseil également, la question de l'accompagnement du développement professionnel, avec l'acte majeur en RH qui est la formation. La formation, c'est ce qui vous permet de durer, si je puis dire, mais également de vous épanouir et de vous développer dans le cadre de votre parcours professionnel. Et c'est comment dire, ça a été l'occasion, cette phase diagnostique, de voir un petit peu aussi comment aujourd'hui on peut situer les nouvelles écoles académiques de la formation, nous y reviendrons dans la deuxième séquence de cette émission, qui aujourd'hui doivent davantage fonctionner selon un triple objectif, qui est le fait de proposer une formation plus en proximité des environnements de travail, une formation plus personnalisée, plus à l'écoute des besoins, et une formation davantage valorisante pour les parcours et les compétences acquises au fil de l'eau. Autre point de constat aussi, c'est peut-être alors à un niveau plus général, au niveau du ministère et de l'ensemble de ses acteurs, tant au niveau national en administration centrale qu'au niveau des académies, c'est d'augmenter la force et la capacité, notre capacité de conseil RH. De plus en plus, nous souhaitons instaurer une GRH de proximité, qualitative, qui soit l'occasion pour tout agent qui le souhaite de s'adresser à un interlocuteur RH s'il a des questions, qu'il souhaite simplement un conseil, un accompagnement, une évolution de carrière. Jusqu'à ces dernières années, il n'y avait pas vraiment, en dehors bien sûr de l'inspecteur et du chef d'établissement, mais peut-être qu'il faut aller encore plus loin dans ce management de proximité pour développer cette oreille et cette interlocution RH que tout agent peut avoir à mobiliser lorsqu'il se pose des questions, tout simplement sur la suite de sa carrière. Alors évidemment, en synthèse, au cœur de ces actes RH fondamentaux, gage d'attractivité et de fidélisation, il y a les inspecteurs, les encadrants, les chefs d'établissement. Et c'est toute leur vocation qu'il faut aujourd'hui bien sûr conforter. Ils l'ont déjà, M. Micheletti l'a dit, dans leur cœur de mission, cet accompagnement RH est inscrit. Et peut-être qu'il faut développer aussi les synergies avec l'ensemble des acteurs, tant ceux qui travaillent dans les services des académies, les services des rectorats, qu'au plus près du terrain et des agents. Alors, à l'issue de cette phase diagnostique, dont je viens de donner les principaux points, eh bien, l'objectif est aujourd'hui de créer une sorte de feuille de route RH ministérielle partagée à tout niveau du territoire et du fonctionnement de notre écosystème ministère éducation nationale. Et ça va prendre la forme de ce qu'on appelle les lignes directrices de gestion stratégiques qui viennent compléter ou plutôt chapeauter et donner du sens à des lignes directrices de gestion des carrières et à des lignes directrices de gestion des mobilités en leur donnant finalement un cap commun et partagé à tout niveau du système. Ces lignes directrices de gestion, elles fonctionneront et elles paraîtront bientôt, à l'automne prochain, et bien, sur les grands axes que je viens de donner à travers ces lignes de constat opérées sur notre fonctionnement en RH. Et pour le dire très simplement et succinctement, mieux recruter,
mieux accompagner pour mieux fidéliser et déployer la synergie d'une communauté RH ministérielle. Merci Madame Gohin. Madame Beaucourt, on voit bien dans les propos de votre voisine que la fonction RH est aujourd'hui de plus en plus partagée par de nombreux acteurs. Quelles sont les conditions selon vous pour rendre propice une telle évolution ? Alors la recherche en sciences de gestion fait ce constat que la fonction RH est de plus en plus éclatée, de plus en plus partagée, et que ça veut dire qu'il y a tout un ensemble d'acteurs qui n'étaient pas au départ des porteurs de ces champs d'expertise, qui sont amenés finalement à exercer des actions dans le domaine RH. Alors ça répond à des besoins, ça a été dit par Madame Gohin, de proximité, de réactivité, mais aussi de mieux prise en compte des contextes. Mais aujourd'hui, on fait le constat que pour que ça fonctionne, il y a un certain nombre de conditions à satisfaire. Alors, je vais en citer 5 principalement. La première, c'est de dire que, en fait, tous ces acteurs nouveaux dans le domaine RH, il faut bien accompagner l'évolution de leur posture. Hein, ça ne vient pas de soi. On parle d'accueil, on parle de bienveillance, on parle d'écoute. Bon, on pourrait imaginer que ce sont des choses qui sont naturelles, ça ne l'est pas forcément. Il faut accompagner ces nouvelles postures qui sont attendues chez les chefs d'établissement, chez les inspecteurs, chez les directeurs. Et c'est le seul moyen, au fond, de réellement renouveler et refonder les pratiques RH pour que le discours, finalement, s'ancre dans des postures, mais aussi dans des actions. La deuxième condition, elle relève de la gouvernance, c'est-à-dire qu'on le voit bien, dès qu'on éclate et qu'on partage la fonction RH, se pose bien la nécessité de clarifier le rôle et les responsabilités de chacun, pour que finalement on ne se renvoie pas un petit peu les difficultés et que le système ne fonctionne pas simplement en système de réponse à des urgences, à des nécessités, mais puisse vraiment enclencher un mouvement en profondeur d'évolution des pratiques RH. La troisième condition, c'est que toute volonté politique a besoin de s'accompagner de moyens, qui soient techniques, financiers et humains. Si vous voulez développer la formation continue, mais que le budget ne suit pas, si vous voulez personnaliser la formation continue, mais que cette personnalisation demande des moyens supplémentaires, il faut que ces moyens puissent suivre, au risque sinon, finalement, que les défauts de moyens empêche de conduire réellement la politique RH. La quatrième condition, c'est de dire qu'il faut suivre ces évolutions. Je pense que pour embarquer le maximum de personnes, il faut que régulièrement soit fait un point d'étape pour dire voilà ce que ça a apporté en termes de réussite scolaire, voilà ce que ça a apporté en termes de bien-être des personnels, voilà ce que ça a apporté dans le fait de renforcer le projet d'établissement, voilà ce que ça a apporté en termes d'ambiance de travail. Et c'est aussi en montrant ces évolutions, ces valeurs ajoutées, que le progrès sera finalement accepté, approprié et que le plus grand nombre s'y engagera. Et enfin, la dernière condition, c'est de dire que tout changement de politique en matière RH demande de bien penser préalablement l'articulation entre des besoins personnalisés, des besoins collectifs, des besoins liés à des territoires, mais aussi entre des outils, c'est-à-dire qu'au fond, on change les choses, mais que fait-on finalement, par exemple, des entretiens professionnels? Comment ils s'articulent avec les nouveaux projets? Que fait-on finalement des évaluations des établissements? Comment ça s'articule avec la politique RH? Et donc, il y a ce besoin de combiner l'ensemble des dispositifs et des outils pour que ça aille dans le bon sens souhaité. Monsieur Micheletti, qu'est-ce qui va suivre dans la seconde partie de notre émission? Je crois que vous voulez nous proposer justement de thématiser un peu, de mettre en avant 4 thématiques et surtout de les problématiser. Exactement, donc dans le prolongement des propos qui viennent d'être tenus par Mme Gohin et Mme Beaucourt, nous avons fait le choix de circonscrire notre proposition dans le deuxième temps autour de 4 thématiques. La première portera sur l'enjeu du recrutement, ça a été beaucoup évoqué dans les propos introductifs. La deuxième portera sur l'accompagnement, la formation continue comme un levier important de transformation des pratiques et d'accompagnement des personnels. La troisième portera sur la
gestion des personnels et le bien-être au travail. C'est aussi une thématique qui est revenue et qui est vraiment fondamentale. Et la dernière portera sur les dynamiques collectives, le rôle notamment de manager, des chefs d'établissement, mais aussi des corps d'inspection. Alors très rapidement, la première thématique portera sur le pilotage partagé dans le recrutement des professeurs contractuels. Il va sembler important, effectivement, d'aborder cette question-là, parce que la part des professeurs contractuels devient très importante dans notre système éducatif. Donc on abordera plusieurs questions, la question de la continuité du service public, mais aussi et surtout l'accueil, l'accompagnement, la formation de ces personnels contractuels, qui est un élément très important. Alors Madame Beaucourt a aussi d'autres éléments complémentaires concernant cette première thématique liée au recrutement. Alors, en complément à ce que M. Micheletti a dit, c'est vrai que le recrutement des professeurs contractuels, on le voit, peut être une réponse à une problématique d'attractivité des métiers de l'éducation. Je pense qu'au-delà de satisfaire un besoin en effectif, il y a vraiment besoin de comprendre aussi cette problématique de désaffection pour ce métier, d'aller chercher à écouter, comprendre et trouver d'autres solutions, au risque finalement de diviser ou de segmenter les équipes éducatives. Ensuite, je pense que le recrutement de personnel contractuel peut être aussi vu comme un levier de transformation organisationnelle, parce qu'on a d'apports de cultures différentes, on a aussi des habitudes ou des cultures qui peuvent venir enrichir des systèmes organisationnels ou des collectifs de travail. Et donc, il faut bien poser la question dans cette intégration, qui peut être un accompagnement en formation, à la manière dont, au fond, une équipe éducative va se construire avec ces nouveaux arrivants. Alors, première thématique, donc le pilotage partagé dans le recrutement des professeurs contractuels. La seconde, M. Micheletti. La seconde portera sur l'accompagnement au changement et la formation des personnels. C'est revenu de façon importante dans la stratégie politique de la DGRH. Effectivement, la formation continue, au-delà du fait que c'est un droit pour tous les agents, c'est un levier important à la fois de transformation des pratiques professionnelles. C'est aussi un levier important pour des enseignants qui souhaitent évoluer dans leur pratique professionnelle ou envisager des mobilités professionnelles. Donc c'est vraiment tout ce qui concerne la conduite du changement. Donc la formation continue est vraiment au cœur des ressources humaines, et c'est aussi une dimension fondamentale dans les missions des corps d'inspection, à la fois le pilotage de la formation initiale, mais aussi et surtout la formation continue et la formation continuée, parce qu'il y a aussi l'accompagnement des titulaires première année, deuxième année, qu'il faut accompagner dans la prise de fonction. Donc tous ces éléments participent à une dimension importante des ressources humaines. Donc ce sera aussi un volet important que nous traiterons dans le cadre de la table ronde. Madame Beaucourt, sur cette thématique ? Oui, je pense qu'effectivement, ce développement d'une culture d'apprentissage tout au long de la vie doit être à la fois conçu comme un droit, mais aussi une responsabilité de tous les personnels. Et je pense que ça peut être aussi un moyen de promouvoir des dynamiques de formation beaucoup plus collaboratives, en faisant en sorte que, comme elles sont pensées aussi sur un plan académique, elles peuvent permettre effectivement de créer autour de ces besoins de formation des solutions, des apports complémentaires qui peuvent être très très pertinents pour les personnels. Troisième thématique, M. Micheletti, la gestion des personnels et leur bien-être au travail. Pouvez-vous nous présenter les enjeux ? Effectivement, alors ça c'est une dimension vraiment importante. On parle de climat scolaire pour les élèves, le bien-être des élèves, mais ça passe aussi et surtout par des professeurs, des agents qui sont bien dans leur lieu de travail. Donc effectivement, on est souvent confronté à des personnels en souffrance, des gestions de fin de carrière qui peuvent être compliquées. Donc comment les corps d'inspection, les chefs d'établissement qui sont en première main sur cette question-là peuvent apporter un soutien pour ces agents en difficulté, mais à l'inverse, on a aussi des enseignants, des agents qui fonctionnent très très bien, qui sont sur des perspectives, comme je le disais, de mobilité, d'évolution, de développement professionnel, et comment on peut, nous, aujourd'hui, valoriser, accompagner ces enseignants pour valoriser justement la qualité de leur travail. Donc c'est vraiment toute cette dimension de bien-être au travail dans une structure établissement ou au sein d'une DSDEN. Enfin voilà, ce sont aussi des éléments stratégiques très très importants que nous aborderons dans le deuxième temps de l'émission.
Même beaucoup sur ce thème de la gestion des personnels et du bien-être au travail. Oui, alors sur la question du bien-être au travail, on a souvent l'habitude de distinguer trois niveaux qui sont fort importants. Le premier, c'est ce qui concerne l'individu, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire pour permettre à la personne de mieux vivre les tensions, les difficultés qu'elle rencontre elle-même dans son activité et de l'aider à développer des stratégies d'adaptation. On est performant dans sa discipline, mais on ne sait pas forcément gérer sa classe. Et ça, c'est quelque chose qui, finalement, est à expérimenter, et il y a des partages d'expériences qu'on peut favoriser. Il y a un deuxième niveau qui est le travail, c'est-à-dire que je pense que le bien-être est lié aussi au fait qu'il peut y avoir des débats sur les critères qualitatifs de ce qu'est le travail bien fait. C'est quoi, au fond, faire bien son travail? Et on doit pouvoir aussi se confronter là-dessus. On peut avoir des représentations différentes, on peut aussi avoir des formes de solutions un peu différentes. Et puis il y a le troisième niveau qui est celui de l'organisation, où les professionnels ont besoin aussi de s'exprimer sur comment ils se sentent dans l'animation, dans l'organisation au sein de leur établissement. Et le bien vivre au travail, c'est aussi ces éléments de gestion des ressources humaines, le management au quotidien, et sur lequel il faut aussi que les professionnels puissent s'exprimer. Et enfin, M. Micheletti, on abordera une dernière thématique que je vais vous laisser présenter. Oui, effectivement, cette dernière thématique portera sur les dynamiques collectives de travail à impulser par des chefs d'établissement au sein de ces équipes éducatives, corps d'inspection, IEN, il est entouré de CPC, conseil pédagogique de circonscription, où un corps d'inspection est entouré également de chargés de mission ou de faisant fonction. Donc comment on impulse, comment on anime ces collectifs de travail autour d'une pédagogie de projet d'établissement, projet d'école, projet de circonscription, projet académique. Donc tout ce qui tourne autour du collectif, qui est une dimension très importante aussi dans le rôle de manager qu'ont à assurer les chefs d'établissement et les corps d'inspection à l'échelle de leurs différentes structures, établissements, circonscriptions, académies, en fonction des missions de chacun. Madame Beaucourt, pour terminer les présentations de ces thématiques. Oui, alors sur cette thématique, je pense qu'il y a à regarder tout ce qui peut être ouvert en termes d'espace de discussion, d'échange de pratiques. Ça me paraît fondamental. Il y a aussi à questionner les frontières que l'on se donne dans son activité. Souvent, on se sent dans son établissement et on oublie que finalement, on est un peu hors les murs aussi, et on doit l'être un peu, et comment on peut être ouvert à son environnement. Et avec qui, au fond, on peut étendre aussi les espaces de discussion. Et ça, c'est aussi un deuxième niveau fort important pour moi. Merci à tous les trois pour cette partie introductive, cette partie destinée aux enjeux de cette thématique qui nous intéresse aujourd'hui. Monsieur Micheletti, vous allez nous abandonner quelques instants pour laisser votre place à deux intervenants. Et puis vous reviendrez faire une petite synthèse sur les parties 1 et 2, puis 3 et 4. Nous, on va se quitter quelques instants avec la minute juriste qui vous est présentée aujourd'hui par Philippe Rimbaud, inspecteur général de l'enseignement du sport et de la recherche. Alors, ces évolutions sont constituées par la loi de transformation de la fonction publique qui est intervenue le 6 août 2019. Depuis lors, une dizaine de décrets sont même venus préciser cette loi. Cette loi, elle vise une profonde transformation de la fonction publique française, une des plus importantes transformations depuis que le statut de la fonction publique a été élaboré en 1946. L'objectif est d'avoir une fonction publique plus souple, plus ouverte, et une fonction publique qui permette le développement de services publics sur les territoires qui soient plus efficaces. Concrètement, cela se traduit par des dispositifs qui sont souvent issus du droit privé, donc du droit du travail, et cela contribue à un mouvement qu'on appelle un mouvement de travaillisation de la fonction publique. Ce texte est porteur de très nombreuses évolutions, mais les principaux axes qui font écho aux enjeux qui ont été visés préalablement sont les suivants. Tout d'abord, il y a un enjeu de rénovation du dialogue social qui passe par une évolution du cadre d'une part et une évolution des outils d'autre part. Donc, l'évolution du cadre du dialogue social, c'est la transformation des commissions administratives paritaires, qui étaient auparavant constituées par corps, et qui seront désormais constituées par catégorie de la fonction publique. Et c'est par ailleurs
la fusion de ce que l'on appelait au préalable les comités techniques et les CHSCT, Comité Hygiène et Sécurité des Conditions de Travail, dans une seule instance qui s'appelle désormais le Comité social d'administration en ce qui concerne la fonction publique d'État. Deuxième évolution majeure sur le dialogue social, ce sont les outils, avec l'apparition de ce qu'on appelle les lignes directrices de gestion, qui sont des grandes orientations prises, par exemple, pour les mutations, pour les mobilités, et qui constituent un cadre général. Par ailleurs, le bilan social annuel est remplacé par un nouveau document qui s'appelle désormais le rapport social unique. Au-delà de ce volet sur le dialogue social, il y a également un axe très important dans ce texte qui vise à un élargissement du recours aux contractuels. Ainsi, par exemple, les contrats à durée déterminée sont désormais possibles pour des emplois de direction. Des contrats de projet ont été créés pour faciliter l'embauche de contractuels et ça devrait notamment beaucoup intéresser le monde de l'enseignement supérieur. Et puis, de manière plus générale, il y a une extension des possibilités de recours au personnel contractuel pour l'ensemble des catégories. Et enfin, une dimension aussi importante est la portabilité des contrats à durée indéterminée qui vont faciliter la mise en place de CDI au sein de la fonction publique. En parallèle de cela, il y a un accroissement des garanties qui sont proposées au personnel contractuel à travers de la transparence dans le recrutement, des indemnités de précarité, des critères légaux de rémunération et toute une série d'éléments ou de nouveaux droits qui sont posés de manière, encore une fois, à faciliter le recours à ce personnel contractuel. Allez, de retour en plateau dans cet amphithéâtre Marie Curie de l'EH2F pour la deuxième partie de notre émission Au Périscope, consacrée donc à la fonction RH aujourd'hui. Et pour parler des 4 thématiques précédemment citées, 2 intervenants nous ont rejoints en plateau. Merci de nous rejoindre. Hervé Karadec, vous êtes IAIPR dans l'Académie de Normandie. Merci d'être avec nous. Et à votre gauche, Caroline Pâtissier, vous êtes proviseure de la cité scolaire Jean Moulin à Thouars dans l'Académie de Poitiers, dans les Deux-Sèvres. Merci d'être avec nous également. Peut-être d'ailleurs une première question pour vous. On va commencer avec la première thématique, celle consacrée au pilotage partagé dans le recrutement des professeurs contractuels. Et peut-être cette première question, quel est le rôle des chefs d'établissement aujourd'hui et des corps d'inspection ? Oui, moi je veux bien dire que là, c'est là où le pilotage partagé prend tout son sens, parce que nous partageons vraiment la mission de recrutement des professeurs contractuels. Je crois qu'il y a 2 cas. Il y a le cas des recrutements anticipés. Par exemple, quand un professeur attend un enfant, par exemple, on le sait. Et là, je veux signaler quand même le rôle des services, qui est un rôle important, parce qu'on travaille ensemble avec les services, et les services du rectorat ont un rôle très, très important, et je crois qu'on peut les remercier de leur action. Et puis, il y a le cas de l'action d'urgence, où on reçoit un appel en tant qu'inspecteur d'un chef d'établissement, qui vous dit « il me faut absolument un professeur la semaine prochaine parce que les cours ne sont pas assurés depuis 2 semaines, et comment on fait ?» Et moi, je prenais un petit exemple qui est assez intéressant, d'un professeur d'un établissement assez éloigné du centre de l'académie, qui avait décidé de passer une annonce presse pour recruter des professeurs, et qui m'a proposé une visio pendant une matinée pour auditionner 3 candidates. Et ça marche bien, en fait. Après cette audition, on était d'accord sur le choix de la candidate à retenir. Donc on a pu l'installer rapidement sur le poste. Et ça a très bien fonctionné. C'est un professeur d'ailleurs qui a passé le concours ensuite et qui a été titularisé, qui est maintenant stagiaire. Alors je ne peux que partager cette opinion, effectivement. La collaboration, que ce soit avec les corps d'inspection ou avec les services du rectorat, sont essentielles. Après, il y a quand même une réalité de terrain et également une réalité disciplinaire, c'est-à-dire que vous avez des disciplines dans lesquelles vous n'aurez aucun problème de recrutement, et puis il y a malheureusement des disciplines dans lesquelles vous aurez de gros problèmes de recrutement. Et là, moi, je peux, j'ai quelques exemples concrets, effectivement, où on se retrouve parfois bien démunis, sans solution, et puis avec des familles aussi et des élèves qui sont plus qu'inquiets pour l'année scolaire. Moi, j'ai un exemple concret, l'année dernière, par exemple, sur les lettres modernes. Très compliqué de trouver, de recruter un professeur contractuel pour compenser un temps partiel. Comme on est sur une quotité horaire très fine, très réduite, vous avez des professeurs contractuels qui ont postulé,
mais malheureusement sur quelques semaines, parce que la situation devient précaire également pour eux. Sur le nord des Deux-Sèvres, on est sur un territoire qui n'est pas toujours bien desservi, donc ça veut dire prendre son véhicule personnel, et parfois, quand vous avez 7 heures à remplacer, malheureusement, le calcul est très vite fait, et je me suis retrouvée avec aucun enseignant sur toute une année scolaire. Et donc, ce qui a été proposé, c'est une expérimentation avec le CNED, parce qu'il faut aussi parler du CNED, qui est un partenaire essentiel et qui a proposé une expérimentation aux élèves avec des cours dans le cadre du CNED. Donc, il y a aussi cette réalité-là, mais c'est vrai que la coopération avec les corps d'inspection est essentielle, parce que les corps d'inspection peuvent avoir un vivier et vous proposer des noms, des personnes qu'ils connaissent très bien pour tel établissement. Et puis il y a aussi le chef d'établissement qui est là aussi pour évoquer une réalité de terrain et des profils d'élèves auxquels vont devoir faire face les enseignants recrutés. Juste comme ça, pour ma curiosité, vous évoquez les lettres modernes. Il y a d'autres disciplines que vous estimez en tension aujourd'hui ? Les mathématiques. Et puis alors moi j'ai 2 établissements, je suis sur une cité scolaire, donc il y a le lycée général et technologique et le lycée professionnel. Et sur le lycée professionnel, on est sur ces problématiques-là également, sur l'enseignement général. Oui, Hervé Kardec. Je crois que plus c'est compliqué de recruter, plus c'est important qu'il y ait un échange avec les chefs d'établissement. C'est quasiment impératif, je veux dire. Et c'est comme ça qu'on trouve des solutions. Alors, quelles sont aujourd'hui les modalités de recrutement ? On va commencer avec vous, Hervé Kardec, et puis après Virginie Gauvin. Alors, les modalités ne sont pas extrêmement complexes. Il y a les services ont des processus d'annonce, enfin ça c'est très variable selon les académies. On a des viviers de professeurs, puisque en fait tout au long de l'année on reçoit des professeurs qu'on met dans un vivier pour les recruter, et selon les demandes des professeurs, selon leur disponibilité, ensuite quand un poste est libéré, on essaye de trouver une adéquation, la meilleure possible, pour éviter d'envoyer un professeur contractuel se promener au fin fond de l'académie, si vous voulez, et que ça ne fonctionne pas. Et ça, les choses, finalement... Alors, ce qui a changé quand même, c'est, comme je vous le disais, la possibilité de faire des visios, qui nous facilitent les choses, et qui, finalement, rendent bien. Enfin, finalement, on a un bon rendu, on peut avoir une évaluation assez pertinente du postulant. Virginie ? Oui, alors l'acte du recrutement, c'est un acte RH majeur, on l'a dit tout à l'heure. C'est peut-être même le moment où peut-être se noue le premier lien avec l'institution. Donc il ne faut pas le manquer. Et il faut qu'on soit peut-être aussi tous d'accord sur la manière dont on l'envisage, et en essayant peut-être aussi de partager une manière de recruter. Donc on s'est attelé à cette réflexion avec des acteurs des académies, chefs d'établissement, inspecteurs pédagogiques, personnel des services de gestion, direction des ressources humaines académiques. Et on a essayé donc de travailler autour d'un guide que je vous présente. Alors je ne sais pas à quelle caméra il faut le présenter, mais voilà, face à moi, ça sera peut-être plus simple. Donc ce guide qui s'intitule « Recruter, accueillir et intégrer » est constitué d'une série de fiches ressources que tout un chacun pourra partager, et on s'est entendu finalement sur quelques actes majeurs de la fonction recrutement. Il est organisé en 4 parties. Je vais très rapidement les décrire, simplement pour vous montrer comment on a réfléchi avec les collègues des académies pour s'entendre un peu sur un process commun. Le premier, c'était peut-être aussi une invitation lancée en direction des académies de créer un pôle recrutement. Parce que finalement, si cette fonction, elle n'est pas incarnée avec un ensemble d'acteurs qui se sont entendus pour fonctionner correctement ensemble, et sur tout le processus de l'accueil, de l'intégration et de l'accompagnement, eh bien c'est peut-être un peu plus difficile. Donc le prérequis finalement de cette idée du pôle de recrutement, c'est que recruter, c'est un métier. Et c'est un métier qui s'apprend et qu'on doit apprendre tous ensemble, collectivement, autour de notre enjeu majeur qui est l'attractivité et, comme je le disais tout à l'heure, de la fidélisation. Donc on a passé en revue cette idée que recruter c'est un métier, que peut-être quand il y a une structure, ça ne veut pas dire rigidifier une structure, mais simplement une entente autour d'un geste RH avec l'ensemble des acteurs, et surtout la nécessité que tous les acteurs sachent bien ce que l'autre fait dans la chaîne du recrutement, dans le parcours de recrutement, en respectant toujours le point de vue de celui qui le subit ou qui le vit, si je puis dire. C'était ça le point de vue de ce guide, c'est de se mettre à la place de ceux que nous recrutons.
La deuxième partie, c'est évidemment en méthode de partir des besoins de chaque académie, parce qu'ils ne sont pas forcément les mêmes. Les manières de fonctionner, les donnes, si je puis dire, en termes de besoins, ne sont pas forcément les mêmes. Donc, il faut, comme on appelle aujourd'hui, voilà, cet acte du sourcing, capter les compétences qui correspondent aux besoins RH de chaque académie. Cela a été évoqué par mon voisin. Il y a aussi peut-être une politique de vivier à consolider, des viviers qui soient, pardonnez la répétition, mais qui soient vivants, c'est-à-dire qui puissent être adaptés aux besoins et à l'évolution de ces besoins. C'est pas si facile, et comme le disait Madame Beaucourt, on n'est pas forcément outillé pour. Et donc c'est toute cette question qu'on a voulu travailler à travers ce guide, et puis évidemment s'allier avec des partenaires, peut-être locaux, dans les bassins d'emploi locaux, comme on dit, de manière à ce qu'on ait toujours pignon sur rue, si je puis dire, et que peut-être des partenaires puissent nous aider, je pense à France Travail également, à aller capter des vocations qu'on n'aurait pas identifiées et qu'on voudrait amener dans notre ministère. Troisième axe de ce guide, c'est l'accueil des nouveaux agents, recruter, intégrer, accompagner, fidéliser, ça marche ensemble. C'est à l'initiative de tout ce qui se passera dans le parcours de l'agent après. Donc il faut déterminer un process de recrutement, un process d'accueil et d'intégration, et puis surtout ne pas lâcher, estimant que le travail est fait à l'issue du recrutement stricto sensu. Mais si on lâche le nouveau collègue au bout de juste son intégration dans son établissement, on manque une étape essentielle, à mon avis, de cette fidélisation, de cette possibilité de le fidéliser et de se sentir bien là où il a voulu aller, dans le métier qu'il a voulu rejoindre. Très important aussi, c'est la quatrième dimension de ce guide, la communication. Il faut qu'on se fasse connaître, il faut qu'on valorise aussi toutes nos valeurs, nos métiers, le sens qu'on y donne, la mission qui est la nôtre au sein du service public. Et ça aussi, c'est pas que de la communication, c'est peut-être aussi de l'incarnation. L'incarnation au niveau national, au niveau central de nos métiers. D'où ce guide, voilà, que je vous ai présenté. Il est surtout constitué, on en est assez fiers, d'abord parce qu'on ne l'a pas fait tout seul, on l'a fait grâce aux collègues des académies incarnant chaque posture métier dans la chaîne du recrutement. Il est constitué de fiches qui sont fondées sur des bonnes pratiques en académie. Parce qu'il ne s'agissait pas de dire que tout commence avec ce guide. C'est exactement le contraire. Son objectif, c'était de valoriser tout ce qui se fait bien et qu'on ne connaît pas assez. Et donc, on a essayé de répertorier sur chacun de ces axes les belles et bonnes pratiques efficaces, celles qui marchent. Elles sont souvent simples, mais elles ne sont pas toujours connues. Et on a essayé toujours, dans chacun de ces actes, de valoriser avec des exemples concrets ce qu'on peut faire de bien en termes de recrutement, et des choses très bien se font. Hervé Karadec, peut-être qu'il y a un enjeu qu'on n'a pas abordé, c'est celui de la continuité du service public dans la qualité de l'encadrement pédagogique, de la formation et de l'accompagnement des personnels contractuels. Est-ce que vous pouvez vous exprimer sur ce sujet ? C'est vrai que le recrutement, ça ne s'arrête pas au moment où on nomme un professeur sur le poste. Je voulais dire aussi que l'accompagnement partagé avec le chef d'établissement, c'est aussi, par exemple, le choix du tuteur. On essaye, dans notre académie, je pense ailleurs aussi, de nommer systématiquement un tuteur, un jeune professeur contractuel, ça lui est très utile, dans l'établissement, et ça se fait avec le chef d'établissement. On demande au chef qui vous semble le plus pertinent pour accompagner tel professeur contractuel, et ça c'est vraiment un geste fort, parce qu'on sait très bien que si nous on est en contact avec les tuteurs n'hésitent pas à nous contacter très rapidement, même au bout de 5 jours, 10 jours, en disant voilà, c'est quelqu'un qui tourne bien, et il faudrait lui offrir telle formation aussi, c'est le moment où on réfléchit avec le tuteur et le chef d'établissement aux formations les plus pertinentes. On va y revenir ensuite dans la question suivante. Ça vraiment c'est une chose importante. Et puis après dans la visite conseil, puisque on a une pratique qui consiste dans le mois de recrutement d'aller visiter le jeune professeur recruté, enfin pas forcément jeune, mais le néo-professeur, et de le rencontrer pour une visite conseil. Et là évidemment on échange avec le chef d'établissement à cette occasion. Tout à fait. Madame Pâtissier, peut-être sur ce sujet. Non, je disais effectivement, Monsieur Karadec a tout à fait raison, c'est-à-dire qu'il y a un échange en amont. Et puis après la visite conseil. Cela dit, encore une fois, je suis désolée de revenir sur la réalité de terrain, parce qu'il n'est pas toujours évident, et ça je le conçois parfaitement, que les corps d'inspection aient le temps, dès le premier mois, de pouvoir être présents sur les établissements
Or, c'est sur ce premier mois-là aussi que l'on repère si ce néocontractuel, ce personnel néocontractuel est finalement fait pour ce métier, tout simplement, mais également fait pour faire face à un profil d'élèves spécifique, parce qu'enseigner en lycée professionnel n'est pas enseigner en lycée général et technologique. Donc là aussi, effectivement, ça s'apprend, mais c'est un accompagnement, effectivement, non seulement sur les premiers jours, mais si c'est sur une année scolaire, sur l'année scolaire, si c'est sur 1 mois, 2 mois, 3 mois de remplacement sur l'ensemble de ce temps-là, parce que, effectivement, ça n'est pas évident que d'être néocontractuel, d'arriver dans un établissement, avoir une expérience propre, professionnelle, sur d'autres métiers, d'autres professions, et d'arriver là face à un public jeune qui est demandeur, et donc avoir ces codes-là. Voilà. Vous pouvez, moi j'ai un exemple concret, hein, vous avez des néocontractuels qui ont pu être formateurs, que ce soit sur de la formation continue, au Greta ou ailleurs, et qui arrivent face à un public jeune en lycée, et ça n'est pas du tout la même façon de concevoir le métier. Donc là aussi, il faut accompagner, il faut avoir un rôle de conseil aussi. Alors, je rappelle à nos auditeurs que si vous souhaitez réagir aux propos de nos intervenants, vous pouvez vous rendre sur la plateforme X, j'ai dit Twitter tout à l'heure, mais c'est désormais X, avec le hashtag #Opériscope. Je vous propose de passer à notre deuxième thématique, celle consacrée à l'accompagnement au changement et à la formation des personnels, avec un premier sujet, celui de la création des écoles académiques de la formation continue. Hervé Kardec, peut-être sur ce sujet, et ensuite Madame Gouin. Sur les EFC, je pense que Virginie est très pertinente pour intervenir. Alors, en 2019, je vous l'ai dit, a été initiée cette révision en profondeur de la gestion des ressources humaines afin de favoriser la proximité avec les personnels. Les nouvelles écoles académiques de la formation, quelques années après, généralisées en 2022, on leur a demandé d'incarner cette nouvelle logique à 3 dimensions. D'une RH plus accompagnante, d'une RH plus en proximité et d'une RH plus personnalisée. Une école académique par académie, de manière à porter cette nouvelle manière d'accompagner les trajectoires avec les objectifs suivants. Faciliter l'accès à la formation continue et tout au long de la vie. Permettre à chaque acteur d'être finalement, à chaque personnel, d'être finalement acteur de son propre parcours, avec cette idée de cesser les formations, comme on les appelle, one-shot, qui finalement ne sont pas forcément réinvesties, mais favoriser une logique de parcours avec une maturation par la formation du parcours professionnel et du développement professionnel des agents. Et puis peut-être une troisième dimension qui est de pouvoir valoriser les compétences acquises en formation. Et ces écoles académiques initient les unes et les autres, même si ce n'est pas une thématique facile, des réflexions sur la manière de valoriser les compétences acquises et traçables, si je puis dire, en formation. Dernier objectif, c'était de dynamiser, favoriser, faire vivre les dynamiques locales. Vous l'avez dit, Madame Beaucourt, les dynamiques de formation collective, celle qu'on impulse au titre d'un collectif de travail dans lequel on peut échanger, discuter et peut-être justement se former ensemble. Ça passe par une condition, la réussite de ces écoles académiques de la formation, c'est la synergie, mais je crois avoir dit ce mot déjà plusieurs fois, de tous les acteurs de la formation, des managers de proximité, les inspecteurs, les chefs d'établissement, les services gestionnaires en académie aussi, les agents. Il y a un enjeu de communication sur ces écoles. Aujourd'hui, il faut davantage encore augmenter, si je puis dire, leur visibilité et leur accès. Elles ne sont pas toujours connues de tous. On l'a bien conscientisé, si je puis dire, dans les constats qu'on a faits. Et l'idée aussi, c'est d'associer l'innovation dans ces écoles académiques de formation. On avait l'idée de revoir la gouvernance en associant le maximum des acteurs de la formation. Et je pense au CARDI, pour ne citer que, mais il y en a d'autres. L'innovation, mais également les partenaires, les opérateurs de formation. Bref, tout ce collectif professionnel autour des enjeux de formation. Je ne donnerai un seul constat. C'est peut-être l'augmentation massive, depuis la création des écoles académiques de la formation, de ce qu'on appelle les formations d'initiative locale. Et elles sont intéressantes
intéressantes, ces formations, et elles ont rencontré un gros succès parce que justement, elles font vivre les collectifs de travail. Et vous le disiez, c'est un des facteurs de la réussite de cette formation et du rôle qu'elle joue en RH pour notre ministère. Hervé Kardec, comment offrir des formations efficaces aujourd'hui et surtout génératrices de changements qui soient positifs? C'est une vraie question. Les inspecteurs ont toujours travaillé là-dessus, sur les formations efficaces. Sur le fond, on sait très bien, ça a été dit d'ailleurs par mon collègue inspecteur général, que la formation, c'est le levier majeur de changement et de développement professionnel. Alors, en clair, en tant qu'inspecteur, on essaye de faire du cousu humain. Je veux dire, on essaie vraiment d'offrir, alors que ce soit aux professeurs contractuels et à tous les autres, des choses qui soient vraiment pertinentes par rapport à leur position dans le métier. On n'a pas besoin de la même formation quand on est contractuel, quand on est ce qu'on appelle T1, quand on est depuis 1 an dans le secteur. En général, les jeunes professeurs demandent des formations, la plupart du temps, sur conduite de classe, évaluation. Enfin, on sait à peu près ce dont ils ont besoin. Et après, au bout de 5 ou 10 ans, ils commencent à avoir une vraie réflexion didactique, par exemple. Et là, on va leur proposer des réflexions sur les contenus de savoir et leur transmission. Donc ça, c'est vraiment, je crois, une expertise des inspecteurs, qui d'ailleurs fonctionnent bien avec les OAFC. Moi, j'ai l'exemple où les OAFC sont très jeunes, ce sont des structures très jeunes, mais qui, je crois, sont tout à fait porteuses d'avenir dans une collaboration étroite avec les inspecteurs qui ont là-dessus, je crois, une connaissance fine du terrain. On rencontre les professeurs régulièrement dans les réunions d'équipe et c'est l'opportunité de voir avec eux, de dire aussi ce qu'il faudrait. Dans les inspections, les réunions d'équipe, là on peut poser aussi, dans les rapports, on le fait très souvent, en préconisant des formations sur tel ou tel point. Moi je suis en économie-gestion, parfois on préconise des formations de renforcement disciplinaire parce qu'on est une discipline complexe, avec beaucoup de champs scientifiques, parfois ce sont des renforcements disciplinaires, et puis après on peut préconiser d'autres types de formations. Je crois que là-dessus, ça relève vraiment de notre expertise. On échange toujours avec les chefs d'établissement qui nous disent, en effet, tel professeur dans la conduite de classe, c'est quand même un peu problématique. Et là, on propose des formations sur la conduite de classe. Je ne dis pas que ce soit parfait, mais je crois qu'on progresse pour avoir des formations réellement adaptées à l'hétérogénéité de nos professeurs. Comme on gère l'hétérogénéité des classes quand on est professeur, nous, on gère l'hétérogénéité de nos professeurs. Et je crois qu'on y arrive pas trop mal, d'autant plus que, le dernier point que je voudrais dire là-dessus, c'est que ces formations sont déterminantes par rapport à notre futur recrutement de professeurs. Recruter un contractuel, c'est recruter potentiellement quelqu'un qui va passer le concours et qui pourra être intégré. Et pour nous, c'est très important, parce que quelqu'un qui a déjà une expérience d'un mois, qui sait ce qu'il fait. Quand il passe le concours, il a déjà été dans les classes, et quelque part, on préconise à ces jeunes professeurs contractuels, pas à tous, mais enfin à la plupart, de s'inscrire aux préparations au concours et de présenter les concours ensuite. Parce que dans la fonction publique, il faut être titulaire. Et les concours sont tout à fait adaptés, accessibles. Caroline Pâtissier, peut-être avec votre regard de chef d'établissement, en quoi, selon vous, la formation continue est un enjeu majeur aujourd'hui? Alors effectivement, c'est un enjeu majeur et moi je souhaitais revenir sur les propos de Madame Gohain et notamment sur la FIL, la formation d'initiative locale, parce que ça c'est un véritable enjeu et c'est un véritable levier dans un établissement, parce que dans formation d'initiative locale, vous avez initiative, donc ça veut dire que c'est à l'initiative soit effectivement du chef d'établissement, mais pour la plupart de ces formations à l'initiative des équipes, et ça c'est essentiel, parce que ça veut dire qu'on a aussi des équipes dynamiques et qui ont conscience de l'enjeu de la formation continue, de l'enjeu de l'évolution du métier, et local, c'est essentiel parce que ça veut dire aussi que la formation vient à vous et que vous n'allez pas vers la formation. Et ça, c'est très important. Et ce qui est essentiel aussi dans la formation d'initiative locale, c'est qu'elle ne concerne pas seulement un établissement ou une équipe sur un établissement, mais elle peut concerner un bassin, ou en ce qui concerne l'Académie de Poitiers, les réseaux éclore. Et ça, c'est essentiel, avec des thématiques communes. Et là, ça crée un vrai... voilà, vous parliez de synergie, mais ça crée un vrai sentiment d'appartenance sur un bassin, sur un réseau. Et c'est essentiel. Madame Beaucourt, peut-être pour terminer ce tour de table sur cette deuxième problématique. Oui, pour faire le lien entre le recrutement et la formation continue, je dirais que le bon sens voudrait que les établissements et les écoles soient exemplaires sur ce domaine. C'est-à-dire que, au fond, le développement professionnel devrait être quelque chose qui est l'épine dorsale, la colonne vertébrale du fonctionnement de ces organisations. Ça veut dire aussi qu'on ne peut pas penser le processus de recrutement comme une politique de formation uniquement pour répondre à des besoins. Ça doit être quelque chose qui est en
anticipée, il doit y avoir des dispositifs de veille à partir des entretiens de carrière, à partir des entretiens professionnels. On doit être vraiment dans une dynamique d'accompagnement, et vous l'avez dit, Madame Gohin, des projets professionnels des enseignants, avec l'idée que, effectivement, tous peuvent avoir des envies de mobilité, d'évolution. L'important est d'avoir des personnes qui soient épanouies et engagées pour faire le lien peut-être avec une thématique sur le bien-être au travail qui est importante aussi. Merci Madame Beaucourt. Alors je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez réagir sur les propos de nos intervenants en vous rendant sur la plateforme X avec le hashtag au Périscope. On va pouvoir passer à la synthèse de ces deux premières parties. Pour cela, Monsieur Micheletti a pris la place de Madame Beaucourt. Monsieur Micheletti, peut-être synthétiser les propos qui ont été abordés en début de deuxième partie. Très bien. Alors, de façon très courte et synthétique, deux temps forts ont organisé ce premier temps de table ronde. Le premier temps portait sur l'enjeu du recrutement et plus spécifiquement du recrutement des professeurs contractuels. Je retiendrai 3 idées majeures. La première idée, c'est l'importance de la collaboration entre chefs d'établissement, services du rectorat et corps d'inspection, à la fois pour identifier les viviers, les personnes potentielles, mais également dans la conduite des entretiens, dans les modalités de recrutement, puisque, comme le disait Monsieur Karadec, effectivement, il y a des modalités d'entretien en visioconférence qui fonctionnent très bien et qui permettent effectivement de s'assurer de la professionnalité de ces professeurs contractuels. Effectivement, il a été également évoqué certaines difficultés qui persistent sur le remplacement des professeurs. Vous l'avez très bien illustré, Madame Pâtissier, avec des expérimentations lorsqu'on est dans des situations de non-retour de remplacement, comme le CNET par exemple, qui peut être une solution intéressante. Puis ensuite, nous avons abordé la question de l'accompagnement et de la formation. Donc c'est le trait d'union entre le recrutement et la formation continue, puisque ces personnels contractuels, lorsqu'ils sont recrutés, ont besoin aussi d'être formés, d'être accompagnés. Il y a un enjeu de professionnalité, mais il y a aussi un enjeu surtout de reconnaissance de leur statut. Et ça, c'est vraiment important, qu'ils se sentent considérés. Et le levier de la formation continue, lorsqu'on dispense des formations spécifiques pour les professeurs contractuels, c'est aussi une reconnaissance de leur statut et de leur professionnalité. Et il y a effectivement du travail à la fois sur l'apport disciplinaire pour ses collègues contractuels, mais également sur des thématiques plus transversales autour de la posture et des gestes professionnels, notamment dans la gestion du groupe classe. La formation continue a très bien été illustrée par nos différents interlocuteurs. Tout d'abord, la création des écoles académiques de la formation continue généralisée en 2022, et Madame Gohin l'a parfaitement illustré. Elles doivent opérationnaliser effectivement une RH de proximité, une RH plus individualisée qui répond aux besoins de chacun des agents, et puis une RH effectivement qui répond de plus en plus aux problématiques de territoire, et ce qui fait le lien avec les différentes modalités de formation continue qui ont été évoquées. On a beaucoup évoqué les formations d'initiative locales, effectivement, qui répondent à des besoins d'établissement ou à des besoins de formation de bassin. Sont évoquées également des formations à public désigné lorsqu'il y a des grandes réformes, de nouveaux programmes ou sur des politiques prioritaires du gouvernement, ou des formations académiques sur la base du volontariat des enseignants. Donc voilà, un premier temps très riche sur deux enjeux intimement liés que sont le recrutement et la formation continue, et je terminerai sur les ressources à disposition des personnels de direction et des corps d'inspection à travers le guide du recrutement qui a été présenté par Madame Gohin, qui se structure autour de 4 dimensions qui ont été parfaitement présentées et qui peuvent effectivement vous accompagner, vous, personnel d'inspection et corps personnel de direction. Voilà très rapidement la synthèse de ce premier temps de table ronde qui va s'enchaîner sur les 2 autres thématiques qui ont été présentées en avant-propos. Bien, merci beaucoup Monsieur Micheletti. On vous retrouve tout à l'heure en fin d'émission pour la synthèse des 2 parties à venir. Le temps que Madame Beaucourt se réinstalle, je vous les présente. Ces 2 parties, il s'agira de la gestion des personnels et de leur bien-être au travail, et la dernière partie qui sera consacrée aux dynamiques collectives de travail dans le pilotage des cadres. Et suivra bien sûr la minute Bibli en fin d'émission qui vous sera présentée par Sylvain Paul, comme tous les numéros de l'an passé. Madame Beaucourt étant revenue en plateau, nous allons pouvoir continuer avec cette 3e partie consacrée à la gestion des personnels et leur bien-être au travail, avec une première question pour vous, Hervé Kardec, justement. Voilà, qu'est-ce qui fonctionne bien? Quel témoignage vous pouvez nous partager autour de ce sujet de la gestion des personnels et du bien-être au travail? Alors, le bien-être au travail, c'est une question majeure.
entre autres chez les jeunes professeurs recrutés, ils ont des véritables attentes par rapport à ça. C'est une problématique qui n'était pas, il y a 30 ans, aussi centrale, mais maintenant, il y a véritablement une attente par rapport au bien-être au travail, ce qui se comprend tout à fait. Et globalement, par rapport à l'inspection, je laisserai la parole à ma collègue ensuite du côté du chef d'établissement, il y a une demande de proximité des professeurs, que ce soit des jeunes professeurs ou même les autres, par rapport à l'inspecteur, qui nous écrivent régulièrement et qui demandent à ce que l'on passe régulièrement dans les établissements, ce qu'on appelle les réunions d'équipe. Et là, on peut faire le point sur le bien-être au travail et surtout parfois des tensions au sein des équipes, comment est-ce qu'on peut apporter des solutions. Et je crois que là-dessus, la relation de proximité qui existe entre l'inspecteur et les professeurs contribue largement à ce bien-être et peut améliorer nettement le fonctionnement des équipes. Bien sûr, en relation avec le chef d'établissement. Alors oui, alors après, effectivement, le chef d'établissement, je pense, par rapport à vous, Monsieur Karadec, et donc à vos collègues inspecteurs, c'est qu'on a une vision plus large, c'est-à-dire qu'on n'a pas uniquement cette vision d'équipe, on a la vision bien-être au travail, mais pour l'ensemble des personnels sur l'établissement. Et effectivement, vous l'avez souligné, c'est un aspect que l'on n'avait pas forcément, ou qu'on n'entendait pas forcément il y a quelques années de cela, et qui devient de plus en plus essentiel, et c'est bien normal. Je crois que tous nous avons l'envie, le matin quand on se lève, d'aller au travail avec le plaisir, avec le sourire, avec l'envie de pouvoir retrouver ses collaborateurs. Et ça, c'est essentiel. Un point qui peut être aussi important, effectivement, la médiation, quand les équipes peuvent parfois dysfonctionner, mais ça, j'ai envie de vous dire, alors après, c'est avec mon expérience, ça reste une réalité, mais globalement, on a quand même des équipes qui fonctionnent. Ça peut être aussi retravailler, repenser les espaces de travail. Le bien-être au travail, c'est aussi se sentir bien dans son espace, avoir un sentiment d'appartenance, et ça veut dire aussi, on parlait de partenaires, un partenaire qui est essentiel, ça peut être la collectivité territoriale, qui peut vous accompagner dans la façon de repenser les espaces de travail, ne serait-ce que apporter un petit coup de, voilà, c'est un exemple, hein, un petit coup de pinceau dans une salle des professeurs, changer le mobilier, en associant les équipes, en associant les personnels pour qu'ils s'approprient l'espace. Ça aussi, je pense que pour le bien-être au travail, c'est essentiel. C'est le fameux baby-foot dans l'open space des entreprises. Par exemple, exactement. Par exemple, promouvoir l'innovation. Il y a des équipes innovantes, et c'est intéressant de travailler avec elles et d'encourager leurs innovations. Même si au départ, on peut penser que ce qui est proposé n'est pas tellement innovant. Ce qui me paraît important, c'est la démarche de l'équipe qui vient vous voir, qui vient le proviseur, qui vient voir l'inspecteur en disant on voudrait développer l'innovation. Et ça, quand on écoute les équipes, je trouve qu'il y a un retour extrêmement positif. Ça me rappelle Yves Clos qui parlait de ces questions. La souffrance vient du travail empêché. Et ça, le travail empêché est beaucoup plus douloureux même que la charge de travail. Donc, je crois qu'on a un rôle, tous les deux, de facilitateur dans ce bien-être au travail. Et c'est vrai que c'est important d'en parler, parce qu'on parle souvent des cas de souffrance au travail. Et que globalement, les choses se passent bien quand même. Mais ça, c'est comme on parle toujours des trains qui arrivent en retard, et pas des trains qui sont à l'heure. C'est très français, ça. Oui, pas uniquement. Après, si vous voulez, je pense qu'effectivement, un personnel épanoui, je crois que le terme a été utilisé tout à l'heure, employé, hein, l'épanouissement au travail. Un personnel épanoui, c'est un personnel qui fera sans doute preuve effectivement d'innovation, qui se sentira bien face aux élèves qu'il a en face de lui, qui donnera envie et qui impulsera quelque chose. Et vous parliez d'innovation, et je crois que les projets dans le cadre de notre école Faisons-la ensemble ont permis cette innovation et ont permis effectivement de repenser certains espaces de travail et l'espace de la classe. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, on n'est pas dans un monde de bisounours non plus. Hein. Non. Il faut savoir qu'il existe des difficultés et que, alors, quand il y a des personnels en difficulté, c'est évident que là, ce qui me paraît essentiel, c'est la relation entre le chef d'établissement et l'inspection. Moi, je suis amené à répondre chaque année, de temps à autre, à des demandes de chef d'établissement en disant on a un souci avec tel professeur, est-ce que vous pouvez venir le plus rapidement possible? Et là, c'est vrai qu'on a une espèce d'engagement d'intervenir dans la semaine. Et on sait très bien que si on intervient dans la semaine, on risque de gérer les questions beaucoup mieux que si on attend un mois, etc., que les choses se dégradent, il y a des lettres, etc. Bon. Et je crois que ça, c'est une idée fondamentale, c'est la confiance qu'il peut y avoir entre le chef d'établissement et l'inspecteur. Madame Beaucourt, que peut-on conseiller aux praticiens, si je puis dire, entre guillemets, de la gestion des ressources humaines, justement, sur ce sujet? Je vais rebondir sur ce qu'a dit mon collègue, M. Karadec, c'est-à-dire qu'au fond,
Il a cité Yves Clos en disant il faut éviter un travail empêché. Yves Clos dit aussi que pour garantir une forme de plaisir au travail, il faut éviter qu'il y ait des non-dits, des sans mots pour le dire, des choses qu'on a du mal à dire. C'est-à-dire que le mot qu'on n'a peut-être pas encore utilisé pour garantir ce bien-être, c'est le dialogue. Il faut vraiment, je parlais tout à l'heure d'espaces de discussion, il faut ouvrir des espaces de discussion dans lesquels, au fond, on cultive une forme de travail réflexif entre les différentes personnes pour qu'elles partagent, là encore, leurs expériences, qu'elles vivent bien, moins bien. Et tout ça ne doit pas être tabou, ça doit pouvoir être mis sur la table. Le tout, c'est de garder au centre des décisions et des discussions l'élève. Il faut qu'il reste au cœur de la discussion pour qu'effectivement on travaille à trouver des solutions pour garantir sa réussite. Et cette réussite doit être soutenue par un bien-être renforcé des personnels. Donc je pense qu'au fond, on peut agir sur l'organisation, on peut agir sur les compétences. Il ne faut pas oublier d'agir sur la dimension un peu managériale, tout ce qui relève de la communication et du dialogue au travail. Madame Gohain, peut-être quelques mots avant de poursuivre sur la RH de proximité et l'éventail des fonctions et des métiers qui s'offrent. Oui, la confiance dans son travail, le plaisir au travail et le bien-être au travail, ça s'entretient, ça s'accompagne et ça doit pouvoir s'exprimer, pour rebondir sur le propos de Madame Beaucourt. D'où l'initiative dès 2019, dans le cadre de cette révision un peu en profondeur de la gestion des ressources humaines, vers une ressource humaine plus accompagnante, plus en proximité, plus à l'écoute des besoins, la création de cette GRH de proximité à travers l'émergence d'un nouvel acteur qu'on a appelé le conseiller RH de proximité, dont le travail est justement de faire le lien avec l'ensemble des acteurs RH, les inspecteurs notamment, les chefs d'établissement, quand un personnel s'adresse à lui. Alors l'objectif de cette offre finalement d'une écoute et d'un accompagnement de RH de proximité, c'est au niveau du ministère d'améliorer la relation au personnel, qu'elle soit de plus en plus qualitative, cette relation, qu'il y ait vraiment quelqu'un à l'autre bout du téléphone, si je puis dire, un interlocuteur RH qui répond vite quand il y a besoin et qui répond dans le temps quand il y a besoin aussi. Deuxièmement, c'est l'idée d'accompagner les parcours professionnels. On se l'est dit déjà, cet interlocuteur RH, il peut permettre de refaire le lien vers l'inspecteur si ça n'a pas été fait, ou bien d'aider l'agent à mûrir son projet d'évolution professionnelle en faisant ce pas de côté que parfois on a besoin de mobiliser pour réfléchir à ce qu'on veut devenir tout un chacun demain. L'idée aussi, c'est évidemment, ça a été dit, je n'y reviens pas, de favoriser justement cette qualité de vie au travail en améliorant ce bien-être, cette confiance dans l'institution. Oui, j'ai un interlocuteur RH, je sais que je peux mobiliser quelqu'un si j'en ai envie, quel que soit mon besoin, information, conseil, accompagnement. Et puis, il y a une dimension très importante aussi, c'est bien sûr la prévention des risques, la protection des personnels et parfois le soutien dont certains ont besoin dans le cadre de leur travail. Et ils ont parfois besoin d'un tiers RH pour dire la situation dans laquelle ils sont, ce qui n'empêche pas après de refaire le lien avec les acteurs que sont les personnels d'encadrement et les inspecteurs chefs d'établissement. Le message des RH de proximité, si j'avais à le résumer, ce serait peut-être tous concernés par les RH. Tous, quelle que soit la casquette qu'on a sur la tête, quelle que soit sa mission au sein de l'éducation nationale, chef d'établissement, inspecteur, chef de service en académie et département, conseiller RH de mobilité, référent sur des fonctions spécifiques, référent handicap, référent santé, etc. Il y a aujourd'hui à peu près 400 conseillers RH de proximité, mais qui sont dans des écosystèmes élargis, bien sûr, et dans lesquels œuvrent l'ensemble des acteurs RH. À nouveau, ce mot de synergie est au cœur de ce dispositif des RH de proximité. Et je voudrais finir en évoquant un outil, alors que je ne vais pas pouvoir vous présenter, mais que vous trouverez dans les ressources. Je regrette de ne pas l'avoir apporté. Il s'agit d'un travail donc, que nous avons conduit là encore avec tous les acteurs, inspecteurs, chefs d'établissement, tous les acteurs RH qui ont une vision sur, finalement, l'ensemble des fonctions, missions et métiers qu'un enseignant peut ou pourra exercer
dans son parcours professionnel. Donc on a essayé de visualiser sous la forme d'un éventail des fonctions et des métiers, eh bien, des trajectoires possibles pour un enseignant, histoire de lui envoyer comme message que oui, s'il a envie, il peut se diversifier, oui, s'il a envie, il peut se spécialiser, oui, s'il en a envie, il peut changer. Peut-être poursuivre, pardon, Caroline Pâtissier, avec un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est celui de la valorisation et de la reconnaissance. Et puis après, je vous proposerai de terminer avec Madame Beaucourt sur justement agir sur les sources de mal-être. Madame Pâtissier. La valorisation de la reconnaissance, ça va peut-être vous paraître assez naïf ou simpliste, mais je crois que ça commence tout simplement par un merci. Savoir dire merci au personnel qui s'engage, mais un merci sincère. Vous parliez de dialogue, de communication. Moi, j'ai envie de dire aussi, après, voilà, encore une fois, c'est une question de personnalité du chef d'établissement. Il faut savoir être sincère, il faut savoir être authentique et pouvoir remercier les gens. Alors, un simple merci, un moment de convivialité aussi, informel. Ça aussi, voilà, ça rassure, ça montre que, parce qu'on le sait, un chef d'établissement ou un inspecteur représente l'institution. Donc, un merci de la part d'un inspecteur ou d'un chef d'établissement, c'est un merci aussi de la part de l'institution. Et puis après, voilà, on peut rentrer dans des exemples plus pratiques. Quand on a des heures supplémentaires, quand on a un volant d'heures supplémentaires, on peut aussi reconnaître l'engagement par des HSE, peut-être aussi par des parts de pacte, en montrant son engagement à soi en tant que chef d'établissement et la volonté d'accompagner certains projets, de montrer la confiance que l'on a dans les personnels. Je pense que la valorisation, elle est là aussi lors du PPCR, bien sûr. Et puis, voilà, en sachant effectivement promouvoir les concours auprès des personnels et des enseignants, leur disant, mais vous avez la possibilité, vous avez le potentiel pour pouvoir passer peut-être à autre chose. Voilà. Madame Beaucourt, pour terminer sur cette troisième thématique, comment agir sur les sources de mal-être au travail ? Alors pour agir sur les sources de mal-être au travail, je pense qu'il faut à la fois accompagner les personnes dans leurs difficultés et offrir ce qui est prévu, des formations plus personnalisées, par aussi un accompagnement en mentorat ou en tutorat. Ça, c'est des choses qui peuvent être facilement mises en place. Il y a aussi à travailler autour du travail bien fait, de l'idée du travail bien fait. Je l'ai évoqué tout à l'heure. C'est comment on débat sur les critères qualitatifs qui font qu'à un moment donné, on est fier. C'est le sentiment de fierté. La considération, elle passe déjà par le fait qu'on estime le travail que l'on fait. Avant de recevoir l'estime de l'autre, il faut aussi qu'on construise la propre estime et la propre valorisation de son travail. Et puis, dernière chose, on l'a parlé de l'organisation. Je pense qu'il faut travailler la considération, il faut travailler la confiance. C'est des termes qui ont été utilisés. Il faut travailler la bienveillance. Ce sont des choses qui doivent être dans la posture aussi des personnes qui incarnent la fonction RH. C'est quelque chose de difficile. J'ai parlé d'exemplarité, mais ça commence par là aussi. Bien, messieurs, dames, je vous propose de passer à notre quatrième et dernière thématique qui concerne les dynamiques collectives de travail dans le pilotage des cadres. On va peut-être commencer avec vous, Hervé Caradex, sur des exemples concrets de dynamiques collectives de travail que vous avez pu constater. Alors, pour ce qui est des inspecteurs, si vous voulez, il y a deux missions importantes. Il y a, en tant qu'inspecteur référent, on travaille de manière tout à fait étroite avec les chefs d'établissement dont on est référent. Alors ça, c'est assez intuitif personnel, mais quelque part, il y a une vraie relation qui peut se nouer. Moi, j'ai des exemples là-dessus, où on échange uniquement, dans le bureau ou ailleurs d'ailleurs. Ça peut être à la cantine ou ailleurs. Et là, on échange sur les dynamiques des équipes, par exemple, sur les besoins de redynamiser certaines équipes, on se demande comment faire. Et nous, en tant qu'inspecteur référent, on peut aller voir. Moi, j'ai un cas très précis d'une équipe, d'une discipline qui était un peu molle, et donc on a travaillé ensemble avec l'inspecteur de la discipline en tant qu'inspecteur référent et le chef d'établissement pour voir quelle dynamique on a pu remettre en place dans cet établissement spécifique. Et ça, je crois que c'est un point important. Je crois que le chef d'établissement, d'ailleurs, se sent moins seul quelque part. Ça crée un pôle d'écoute, d'échange, qui permet de dynamiser, qui permet de développer l'innovation quand on est sensible à ça. Et ça, c'est la première chose, donc inspecteur référent. La deuxième chose qui a été mise en place il y a quelques années et qui continue, c'est l'évaluation des établissements. Et dans l'évaluation des établissements, il faut distinguer l'auto-évaluation et l'évaluation externe.
Et la première phase, c'est l'auto-évaluation, qui me paraît extrêmement intéressante, parce que c'est l'opportunité pour le chef d'établissement de réunir les équipes en disant on va porter un diagnostic d'auto-évaluation. Il y a énormément de procédures, de documents là-dessus, on trouve des choses très, très bien faites là-dessus. Et ça va au fond aux professeurs impliqués, on espère qu'il y en ait le plus possible, de réfléchir sur l'efficacité du travail dans l'établissement. Et voir des pistes pour ensuite améliorer cette efficacité. D'ailleurs, souvent, ça conduit à la réécriture du projet de l'établissement. Alors, cette auto-évaluation, l'inspecteur référent aussi est là pour aider au déroulement de l'auto-évaluation. J'ai organisé des demi-journées comme ça de travail en auto-évaluation avec l'établissement où j'étais référent. Et puis, la deuxième partie, c'est l'évaluation externe, qui est un dispositif de regard extérieur où on rencontre l'ensemble des acteurs de l'établissement. Et ça, c'est vrai que c'est toujours un moment très intéressant. Et alors, quelquefois, quand il y a des tensions, il faut le dire aussi, entre les équipes et le chef d'établissement, moi j'ai vu récemment des équipes, on est très heureux, c'est la première fois qu'on nous écoute dans ce cadre-là. C'est-à-dire, on refait un reporting en fait, au chef d'établissement en disant voilà, on a constaté telle et telle chose. Ça, je crois que le processus d'évaluation, il peut être extrêmement positif pour faire changer les pratiques. Voilà à peu près les deux aspects majeurs sur lesquels on intervient. Caroline Baptiste sur ce sujet. Oui, alors je souhaitais justement aller dans votre sens, puisque la cité scolaire Jean Moulin entre dans cette campagne d'auto-évaluation cette année, et je trouve que c'est effectivement une véritable chance et opportunité de travailler ensemble, d'avancer ensemble vers un projet commun. Et effectivement, se dire qu'on a... Parce que souvent, on va voir le verre peut-être à moitié vide en se disant « oui, mais là, ça ne fonctionne pas dans l'établissement, etc. » C'est peut-être aussi l'occasion de voir qu'il y a des choses qui fonctionnent très bien, et puis dont on peut être fier. Voilà, dont on peut être fier et qui permet de développer encore une fois ce sentiment d'appartenance. Donc effectivement, la campagne d'auto-évaluation qui ensuite conduira à la réécriture du projet d'établissement est un levier essentiel pour travailler ensemble et impulser des projets. Madame Beaucourt, peut-être en conclusion, sur ces dynamiques collectives de travail, quel est votre regard, quels sont les témoignages que vous allez nous partager ? Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Je pense que j'insisterai sur 2 points. Le premier, c'est qu'il faut que les responsables qui incarnent cette fonction RH n'hésitent pas non plus, parfois, à déconstruire ce qui est pris pour acquis et qui empêche une organisation d'être dans une dynamique, dans un mouvement. Il y a quelque chose qui sclérose, il y a quelque chose qui est une inertie qui gagne tout le monde. Et l'espoir, au fond, il faut le faire vivre et il faut souvent lui redonner un essor. Et ça veut dire aussi qu'on se retrouve face à des responsables qui, des fois, sont à capacité d'oser faire des choix. Et de faire des arbitrages par rapport à des jeux de pouvoir, par rapport à des jeux interpersonnels. Il faut quand même aussi le dire. Il faut qu'on prenne chacun ses responsabilités. Et parfois, il y a des désordres aussi dans certaines organisations sur lesquelles on a besoin de pouvoir compter sur ces responsables pour que, d'une certaine manière, on retrouve une dynamique et un fonctionnement beaucoup plus positif. Bien, merci beaucoup Madame Beaucourt, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes professeur des universités à l'IAE de Lille. Vous allez céder votre place à nouveau à Monsieur François Micheletti qui va nous rejoindre pour la synthèse de ces 2 dernières parties. Et puis nous passerons dans quelques instants à la Minute Bibli. Je vous rappelle une dernière fois que si vous souhaitez réagir aux propos de nos intervenants, vous pouvez vous rendre sur la plateforme X avec le hashtag #Opériscope. Bien, François Micheletti nous a rejoint en plateau. Peut-être la synthèse et conclusion de cette émission. Qu'en retenez-vous de ces 2 dernières parties et qu'en retenez-vous de cette émission d'un point de vue global ? Très bien, alors donc effectivement 2 temps dans la synthèse. Un premier temps sur les propos qui viennent d'être tenus, plusieurs idées fortes. La première idée, c'est que effectivement la RH est intimement liée au bien-être des personnels au travail. Les collègues ont beaucoup insisté dessus avec plusieurs aspects. Il faut d'abord positiver. Nous avons quand même beaucoup plus d'agents engagés, qui travaillent bien, qui donnent de leur temps, qui sont efficaces auprès des élèves. Et ce sont des agents qui soient dimension éducative ou enseignants, qu'il convient de valoriser, d'accompagner sur des mobilités aussi ou des évolutions de carrière. Et ça a été bien rappelé par les différents intervenants. Et l'enjeu de la collaboration entre chefs d'établissement et personnel de direction a une nouvelle fois été souligné pour l'accompagnement de ces personnels et à l'identique pour des personnels qui sont en insuffisance professionnelle ou à un moment donné de leur carrière en difficulté. Il y a nécessité aussi d'avoir un
accompagnement de proximité pour soutenir tant qu'on peut, avec les limites qu'il faut bien reconnaître dans nos actions, mais ce sont aussi des personnels à privilégier et à accompagner. La dimension aussi, les solutions, s'il y en a, ça passe aussi beaucoup par des discussions, revenus sur l'importance du dialogue au sein des organisations. Il a été rappelé aussi, quand on accompagne des personnels, la DGRH a produit des ressources sur l'éventail des différentes missions qui peuvent être proposées aussi aux enseignants, et ça, une nouvelle fois, c'est un guide important pour les personnels de direction et d'inspection. Le mentorat a aussi été mentionné comme une stratégie possible d'accompagnement et de bien-être au travail. La deuxième thématique portait davantage sur la dynamique collective, et ça questionne forcément le rôle de manager, d'un chef d'établissement ou d'un directeur d'école aussi. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est aussi important, et des corps d'inspection. Rôle de manager pour impulser à travers des instances que sont le conseil pédagogique, le conseil d'administration dans les établissements scolaires, ou conseil d'école, conseil de maître de cycle, qui sont des instances de pilotage stratégique, où là on embarque un collectif d'enseignants, mais aussi on a des instances où il faut également engager, rendre actifs nos élèves à travers le CVL, le CVC, le CESCE, parce qu'on parle bien de communauté éducative, et quand on parle de communauté éducative, c'est bien un collectif qui englobe les enseignants, les élèves, les parents d'élèves, et également les représentants des collectivités territoriales. Donc effectivement, une nouvelle fois, l'enjeu du collectif est intimement lié à cette idée de collaboration des ressources humaines. De façon plus générale, ce qu'on pourrait retenir de ce temps d'émission de façon très très courte, 4 idées principales. La première idée principale, c'est qu'il y a différents échelons de pilotage de cette gestion des ressources humaines. Tout d'abord, le premier échelon national et fondamental. Il a été particulièrement bien illustré par Madame Gohin. C'est la stratégie ministérielle 2026 autour de 2 piliers que sont l'attractivité pour les métiers de l'enseignant, la fidélisation aussi de nos agents au sein de nos ministères. Et au regard de ces 2 enjeux, c'est évoluer vers une RH de proximité, une RH plus individuelle, qui répond véritablement aux besoins singuliers des agents, et une RH qui valorise aussi les compétences des agents. Et donc, autour de cette stratégie politique conduite, animée, pilotée par la Direction générale des ressources humaines, elle a aussi un rôle de subsidiarité, c'est-à-dire que cette dimension des ressources humaines, elle s'opérationnalise surtout dans les territoires. Et donc, c'est le deuxième aspect, c'est la déconcentration de la gestion des ressources humaines. On en a beaucoup parlé. Le rôle essentiel des services du rectorat en académie, ou des services des SDEN dans les départements. Le rôle fondamental des corps d'inspection, des directeurs d'école, des IEN pour le premier degré, des IAIPR, IEN, ETEG. Et on l'a dit depuis le début, la gestion des ressources humaines est une mission fondamentale dans les fonctions des cadres aujourd'hui. Le troisième aspect qu'on peut retenir, c'est que la gestion des ressources humaines, elle est multiforme, c'est-à-dire qu'elle embrasse à la fois des problématiques liées au recrutement, ça a été le premier temps de la table ronde, des problématiques aussi ou des enjeux autour de l'accompagnement et de la formation continue, un enjeu autour du bien-être au travail, et puis c'était le dernier temps de la table ronde, la dimension collective, manager, impulser un collectif au service de la réussite des élèves. Et donc, dernier temps, effectivement, dans les stratégie, on voit bien que cette dimension territorialisée des ressources humaines implique une collaboration étroite des différents acteurs, et ça a été rappelé également par Madame Gohin, l'importance aussi dans les agents de la RH de proximité qui s'est développée depuis un certain temps, qui est aussi un levier important pour accompagner les personnels qui souhaitent évoluer vers des carrières. Voilà, donc je conclurai en disant que la RH est multiforme, elle est complexe, elle nécessite aussi d'accompagner les agents en territoire sur ces dimensions, et elle est éminemment complexe parce qu'on gère de l'humain. On gère de l'humain, que ce soit nos professeurs, avec leur sensibilité, leurs compétences. Certains sont dans des dynamiques d'évolution, d'autres à certains moments de leur carrière sont plus en difficulté, donc il faut être en capacité de pouvoir gérer notamment cela dans une salle des professeurs pour un personnel de direction. Donc c'est complexe. Et puis nous avons aussi des
les élèves, parce que quand on parle de gestion des ressources humaines, on parle des enseignants, et un enseignant qui est bien dans son établissement, c'est un enseignant qui, de toute manière, sera bien aussi avec ses élèves. Et l'enjeu, quand même, au bout du bout, c'est effectivement l'épanouissement de nos enseignants, mais c'est aussi et surtout nos élèves au centre du système éducatif. Donc l'épanouissement et la réussite de nos élèves passent indéniablement par une RH de proximité, une RH qui fonctionne bien à différents niveaux. Voilà ce que je pouvais dire en conclusion de ce périscope. Merci beaucoup François Micheletti. Je rappelle que vous êtes inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. À votre gauche, nous avions aujourd'hui Virginie Gohin, sous-directrice de la formation, des parcours professionnels et de relations sociales à la DGRH, excusez-moi. À votre gauche également, Hervé Karadec, vous êtes IA-IPR dans l'Académie de Normandie en économie-gestion. Et enfin, vous étiez avec nous, Caroline Pâtissier, proviseure de la cité scolaire Jean Moulin à Thouars dans l'Académie de Poitiers. Merci à vous quatre d'avoir été présents. Avant de se quitter, on va découvrir forcément la Minute Bibli, le point ressource qui vous est présenté par Sylvaine Paul. Merci Marc-Antoine, merci chers invités. Bonjour à toutes et tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle saison des Périscopes, et plus précisément de cette Minute Bibli que vous connaissez bien désormais. Et oui, nous entamons déjà la 3e saison. La programmation de l'année est publiée sur la page des Périscopes du site de l'IH2EF, n'hésitez pas à aller la visiter. Allons tout de suite consulter le projet stratégique de la DGRH pour 2024-2026, qui s'intitule « Accompagner les métiers de la transmission et du savoir ». Ce livret vous propose une présentation de la DGRH, de ses enjeux, et liste 5 objectifs stratégiques. Le premier, penser les politiques de ressources humaines des 3 ministères sur le long terme, promouvoir des politiques de ressources humaines exemplaires d'un point de vue social, environnemental et déontologique, incarner une DRH des ministères en renforçant le pilotage, l'accompagnement et l'animation de la filière RH, améliorer la qualité du service rendu à l'ensemble de nos usagers, et enfin fidéliser et attirer de nouveaux talents au sein de la DGRH et développer notre marque employeur. À cette occasion d'ailleurs, nous pourrons consulter l'arrêté du 26 juin 2024 fixant les modifications dans l'organisation de l'administration centrale des ministères de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cet article est publié dans le journal officiel de la République française, numéro 0155 du 2 juillet 2024, et il s'agit du texte numéro 20. Sur le portail de la fonction publique, on pourra aller voir le projet de parcours de formation mené par la DGAFP afin de professionnaliser la filière RH. Au jour où nous enregistrons cette capsule, vous pouvez y découvrir des modules de formation disponibles sur la plateforme Mentor, ainsi que des livrets, au nombre de 5 pour l'instant, mais dont 3 autres sont encore en cours de parution. Ils abordent les thématiques statutaires abordées par le parcours de formation. Et un, notamment parmi ces livrets, aborde la question des recrutements par contrat. Nous avons vu que la volonté affichée est de se rapprocher des territoires et de développer une proximité avec les usagers. Ainsi sont apparus les conseillers RH de proximité, dont je vous donne le lien pour vous rafraîchir la mémoire, mais que vous connaissez bien entendu déjà. Cela nous amène à consulter le guide sur la stratégie territoriale RH de l'État, publié par la DGAFP, et qui vise à renforcer la politique RH de l'État dans les territoires. Il propose, entre autres, de définir une nouvelle gouvernance territoriale et de renouveler les pratiques ainsi que les missions de la PFRH. Concernant les territoires toujours, nous vous présentons le guide du recrutement en académie, recruter, accueillir et intégrer. Ce guide se présente sous la forme de fiches ressources et se veut un outil d'accompagnement pour le recrutement en académie. Afin de compléter ce tour des ressources, vous pourrez également diffuser le livret « Enseignants, éventail des missions et métiers ». Vous y retrouverez les différentes missions qui peuvent être proposées aux enseignants au cours de leur carrière. Enfin, 2 petits rappels. La présentation du protocole d'accord relatif au personnel de direction, avec son chapitre sur les missions RH, conduire et animer la gestion de l'ensemble des ressources humaines dans l'annexe 1, paragraphe 2, dans le BO spécial paru en novembre 2020, et bien sûr la plus récente circulaire du 29 août 2023, reprenant les missions des inspecteurs, IA-IPR ou IEN, qui, dans son point 2, aborde les missions relatives à la gestion des ressources humaines.
Pour finir, je vous annonce la publication prochaine sur notre site d'un dossier complet consacré aux ressources humaines. Y seront rassemblées des ressources, des formations, des capsules vidéo, des entretiens et une sélection documentaire un peu plus approfondie que celle-ci. Je vous mettrai le lien à disposition dès sa publication. Voilà pour cette première minute Bibli de la saison. Je me tiens bien entendu à votre disposition si besoin. Vous trouverez mon adresse courriel sur les pages des émissions au Périscope avec le replay de tous les numéros déjà parus. On se retrouve pour une nouvelle émission le 12 novembre, qui sera celle-ci consacrée au cyberharcèlement au Périscope. D'ici là, je vous souhaite de belles journées et espère vous retrouver prochainement. Merci à tous pour votre fidélité. Chers invités, un grand merci pour votre collaboration à la réalisation de ce point ressources. Marc-Antoine, je vous laisse le mot de la fin. À très bientôt. Merci beaucoup Sylvaine, ainsi s'achève ce numéro d'Opériscope. Nous vous donnons rendez-vous le 12 novembre prochain pour notre prochain numéro qui sera consacré au cyberharcèlement au Périscope. D'ici là, vous pouvez découvrir cet épisode en replay, continuer de réagir sur la plateforme X avec le hashtag Opériscope et partager cette vidéo à vos proches si vous le souhaitez et à vos collègues. Belle journée à tous et à très bientôt.